On se retrouve sur BFM2 pour ce nouveau direct consacré au nucléaire et à cette dernière actualité, l'Iran qui dit ne pas être loin d'obtenir la bombe nucléaire. Pour en parler, nous sommes avec David Rigolet-Rose. Bonjour et merci d'être avec nous, chercheur associé à l'IRIS et spécialiste de la région du Moyen-Orient. Alors, c'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères donc la direction générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement cette phrase: «Nous ne sommes pas loin d'obtenir la bombe nucléaire»? C'est-à-dire que avec la quantité d'uranium enrichi dont dispose aujourd'hui Téhéran, il y a effectivement, c'est très proche, le seuil pour une militarisation de cet enrichissement est très proche. En réalité, aujourd'hui, selon le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique, en février dernier, l'Iran disposait déjà de 275 à peu près kilos d'uranium enrichi à 60%. Et on sait que le passage de l'uranium de 60% à 90%, en fait, techniquement, est assez aisé à obtenir s'il y a une décision politique qui est prise. Or, il se trouve que ce seuil de 90%, c'est celui qui est nécessaire pour une bombe atomique. Et selon les estimations de l'agence et des évaluations des différents services, l'Iran serait en capacité aujourd'hui, si elle prenait s'il y avait une décision politique pour le faire, en capacité de concevoir, grâce à cette matière enrichie, l'équivalent de 6 engins nucléaires. Alors ça ne signifie pas que c'est la bombe immédiatement, parce que c'est une chose d'avoir un uranium enrichi militairement à 90%, et une autre chose d'en faire une ogive militarisée, destinée à être mise sur un vecteur par la suite. Mais incontestablement, c'est un moment charnière. Et d'ailleurs, dans la dernière résolution justement de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui avait été faite le 21 novembre 2024, il y avait la manifestation des membres justement du board de l'agence en question, signalant qu'ils étaient profondément, que le bilan constaté était profondément troublant et qu'il y avait un appel effectivement à une transparence accrue de Téhéran. Qu'est-ce que cela signifie pour, le Moyen-Orient qui est donc en ce moment, voilà, ouais, qui est victime de plusieurs guerres, plusieurs conflits? Qu'est-ce que ça signifie cette arme nucléaire pour cette, région? Bah, pour l'instant, il n'y en a pas. On Mmh. considère que l'Iran est, on va dire, ce qu'on appelle une puissance du seuil. C'est en capacité de concevoir un engin de manière rapide si la décision devait être prise. Il semblerait qu'elle n'ait pas été prise aujourd'hui, mais le débat est effectivement très important à Téhéran. Il s'est accéléré publiquement, ce débat, tout simplement parce que la dissuasion justement iranienne reposait sur un certain nombre de facteurs qui n'existent plus ou moins qu'avant. En l'occurrence, c'était ce qu'on appelle ses mandataires régionaux, que ce soit le Hamas, le Hezbollah, un régime allié à Damas, les milices chiites en Syrie, en Irak et évidemment les Houthis au Yémen. Il se trouve qu'il y a une dévaluation stratégique de cette dissuasion projetée à l'extérieur. Et donc l'Iran qui se sent menacé débat aujourd'hui très publiquement de savoir s'il y a l'opportunité qu'il y aurait éventuellement à franchir le Rubicon Mmh. pour sanctuariser le pays qui estime être menacé justement et notamment par des frappes venant des États-Unis ou d'Israël. Les États-Unis, justement, on va en parler ce week-end à Rome. Une deuxième session de pourparlers, en direct sur le programme, nucléaire iranien aura lieu. À quoi s'attendre concrètement? Bah, un premier contact a eu lieu à Mascate, Mmh. qui a été très confus finalement dans ses attendus, puisque lors de ce premier contact entre Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump, et le ministre Abbas Araghchi, iranien, il y avait eu apparemment des éléments de langage très positifs à l'issue des premiers discussions interposées, indirectes, qui ont donné lieu à un bref échange à la fin justement de la journée de discussion. Et les deux parties avaient semblé laisser entrevoir la possibilité d'un processus de négociation avec, du côté américain, en tout cas par la voix de Steve Witkoff, une position qui paraissait moins intransigeante. Et puis, du jour au lendemain, il y a eu un réajustement à Washington avec une réaffirmation d'une condition de désarmement complet du programme de l'Iran et d'un démantèlement de l'enrichissement nucléaire, ce qui est pour une ligne rouge complète pour Téhéran. Et donc là, en fait, on se retrouve finalement au point de départ.
avant la réunion qu'il y avait eu à Mascate, et on sent que les tensions sont en train de monter, puisqu'il y a une réaffirmation du côté américain d'une ligne intransigeante qui avait paru modulée lors de cette première rencontre à Mascate. Une dernière question, David Rigollet-Rose. Selon plusieurs médias, le chef de diplomatie iranienne se rendra à Moscou demain pour discuter donc justement de ces affaires-là avec Vladimir Poutine et d'autres membres du gouvernement russe. Est-ce que cela signifie une forme d'alliance, de coalition? Qu'est-ce qu'on peut en dire? De toute façon, concernant les relations avec Moscou, Mm. elles sont à deux niveaux. D'abord, Moscou est signataire de ce qui était le JCPOA, l'accord sur le nucléaire de 2015. Il faut rappeler qu'il y avait les 5 membres du Conseil de sécurité, dont Moscou évidemment, et puis l'Allemagne. Donc Moscou, seuls les États-Unis se sont retirés formellement de l'accord en question, qui est toujours valable jusqu'à octobre 2025. Et puis évidemment, il y a des relations particulières entre les deux pays, puisqu'il y a un partenariat stratégique qui a été formalisé dernièrement. Même s'il n'y a pas d'engagement de soutien militaire de la part de Moscou, il y a un renforcement des liens, et donc Téhéran espère compter justement sur un soutien de Moscou dans le cadre de cette logique transactionnelle très compliquée qui se met en place actuellement.